machine, est-ce que ça peut vraiment ressentir de la colère ou de la tristesse juste en écoutant une voix? C'est une question qui fascine. Et si je vous disais que la clé, ce n'est pas d'écouter, mais de regarder? On va découvrir ensemble comment on peut transformer le son en image pour en quelque sorte donner aux machines une oreille, ou plutôt un œil. Alors là, on a deux émotions, la colère et la tristesse, mais sous une forme qu'on n'attend pas du tout. Ce ne sont pas des ondes sonores, non, ce sont des images. On sent presque la différence d'énergie, hein. Pour nos oreilles, c'est une intonation, mais pour une intelligence artificielle, c'est un motif visuel, une sorte d'empreinte digitale de l'émotion. La grande question, c'est comment une machine fait pour lire ça. C'est tout le mystère qu'on va éclaircir. Pour bien saisir le truc, il faut revenir au problème de base. C'est un peu comme essayer de faire entrer un rond dans un carré. Le son, à la base, c'est une simple ligne qui ondule avec le temps, une seule dimension. Le problème, c'est que les IA les plus puissantes pour reconnaître des motifs, les fameux CNN, ne comprennent que les images, des grilles en 2 dimensions. On a donc un vrai problème de compatibilité. Comment on fait le pont entre les deux? Et la solution, eh bien, la voilà, le spectrogramme. C'est notre traducteur universel, le pont qui connecte le monde de l'audio à celui de la vision. Il faut l'imaginer un peu comme une partition de musique, mais conçue pour les machines, où chaque couleur nous dit à quel point une note est forte à un instant précis. C'est ça, en fait. On rend visible ce qui est invisible. Ce qui n'était qu'une vibration un peu chaotique dans l'air devient une sorte de fresque, riche, ordonnée. Et d'un coup, on a une langue visuelle que nos algorithmes de vision, les mêmes qui sont devenus des experts pour trouver des chats sur Internet, peuvent se mettre à lire et à comprendre. Bon, d'accord, c'est bien joli tout ça, mais comment on lit cette espèce de carte sonore? On va la décortiquer ensemble. En fait, une fois qu'on a compris le principe, c'est super intuitif. Alors, c'est assez simple en fait. L'axe horizontal, de gauche à droite, c'est le temps qui s'écoule. L'axe vertical, c'est la hauteur du son. Les fréquences basses sont en bas, les fréquences aiguës sont en haut. Et puis, le plus important, c'est la couleur. Ça, c'est le volume. Une couleur bien vive, comme le rouge qu'on voit ici, ça veut dire que ce son, à cette hauteur et à ce moment précis, est très puissant. C'est une véritable carte de chaleur du son. La fabrication, elle, est assez astucieuse. D'abord, on découpe le signal sonore en toutes petites tranches de temps, qui se chevauchent même un peu. Ensuite, pour chacune de ces mini-tranches, on utilise un outil mathématique très puissant, la fameuse transformée de Fourier à court terme, ou STFD, pour décomposer le son en toutes ses fréquences de base. Et enfin, on empile tous ces résultats les uns à côté des autres. En gros, chaque colonne verticale de l'image est un instantané du son à un moment T. Et regardez la transformation, c'est assez incroyable. À gauche, on part d'une onde brute, un gribouillis quasi illisible pour une machine. Et à droite, paf, on obtient cette carte super détaillée, un spectrogramme MEL plein de textures, de motifs. C'est littéralement le jour et la nuit. C'est vraiment à ce moment-là que le son devient un langage que l'IA peut commencer à apprendre. Ok, mais pourquoi MEL? Ce n'est pas juste un détail. C'est là que l'astuce devient vraiment intelligente. L'échelle MEL, en fait, elle est calquée sur la perception de l'oreille humaine. Nos oreilles sont beaucoup plus fines pour distinguer les nuances dans les sons graves que dans les sons très aigus. En copiant ça, le spectrogramme MEL met l'accent sur les informations les plus importantes pour la voix humaine ou la musique. On donne à la machine une oreille un peu plus humaine en quelque sorte. Bon, on a notre traducteur son-image. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Comment est-ce que l'IA se sert de ces images concrètement? Et les applications, franchement, il y en a qui sont dignes de la science-fiction. Et là, c'est tout un monde de possibilités qui s'ouvre. On a parlé des émotions, bien sûr, mais imaginez un peu. Un système de sécurité capable de reconnaître le son spécifique d'une vitre qui se brise. Ou un ingénieur qui peut diagnostiquer une panne moteur juste en analysant sa signature sonore. Ou encore des algorithmes qui classifient des milliers de morceaux de musique. Et ça va même jusqu'au médical, où le spectrogramme d'un battement de cœur peut aider à détecter une anomalie. C'est d'une polyvalence folle. Et attention, ce n'est pas juste de la théorie. Jetons un œil à ces résultats. Ici, on teste la détection de panne dans un environnement industriel, donc avec un bruit de fond énorme, vraiment le pire des cas. Et regardez la barre qui représente le spectrogramme, elle surpasse les autres méthodes, et de loin. C'est bien la preuve que cette technique n'est pas un gadget de laboratoire. Elle est robuste, elle fonctionne sur le terrain, là où c'est le chaos. C'est ça qui est vraiment puissant. Mais alors, comment ça marche cette magie? En fait, on ne réinvente pas la roue. On utilise une technologie qui a déjà largement fait ses preuves, les réseaux de neurones convolutifs. Exactement les mêmes qui sont devenus des champions pour reconnaître des images. On nourrit ce réseau avec des milliers et des milliers de spectrogrammes et il apprend tout seul à repérer les textures, les formes, les motifs qui correspondent à tel ou tel son. Pour lui, la signature visuelle d'une voix en colère devient aussi reconnaissable que les moustaches d'un chat sur une photo. Par contre, attention, obtenir l'image parfaite du son, ce n'est pas si simple. Il y a un compromis, un choix fondamental et incontournable à faire.
Ce compromis porte un nom célèbre, le principe d'incertitude. Pour faire simple, il dit qu'il est impossible d'avoir en même temps une précision parfaite sur quand un son a eu lieu et une précision parfaite sur quelle était sa fréquence exacte. Pensez à une photo de voiture de course. Soit on règle l'appareil pour avoir une photo super nette de la voiture, mais alors tout l'arrière-plan sera flou. Soit on a un décor parfaitement net, mais la voiture, elle, ne sera qu'une traînée de lumière. On ne peut pas avoir les deux, il faut choisir. Et là, sur cette image, on le voit parfaitement. Au milieu, avec une analyse courte et rapide, on sait très bien quand les sons apparaissent, mais on ne sait pas bien lesquels c'est. Les bandes de couleurs sont larges, un peu pâteuses. À droite, c'est l'inverse. Avec une analyse longue, on voit les fréquences de manière super nette, les bandes sont fines, très précises, mais on ne sait plus trop quand ça s'est passé, tout est comme étiré dans le temps. C'est exactement ce fameux compromis en action. Alors, on est coincé? On doit forcément choisir? Eh bien, pas tout à fait. Il existe une autre approche, plus flexible, le scalogramme. Lui, il ne fait pas un choix unique pour tout le son. Grâce à un outil différent, la transformer en ondelette, il adapte son analyse. C'est très malin. Pour les sons aigus et brefs, il utilise une analyse rapide pour bien les situer dans le temps. Et pour les sons graves et longs, il prend son temps avec une analyse lente pour bien identifier leur fréquence. Il cherche à prendre le meilleur des deux mondes. Ce tableau, il résume parfaitement la situation. Si on a un son bien stable, genre le bruit d'un ventilateur, le spectrogramme, c'est l'idéal. Efficace et rapide. Par contre, pour un son très bref et soudain comme un claquement, le scalogramme s'en sortira beaucoup mieux. Mais cette flexibilité, elle a un coût. Et quel coût? Regardez le temps de calcul pour analyser le même ensemble de données. À peine 3 heures pour le spectrogramme contre 109 heures pour le scalogramme. Le choix de l'outil a des conséquences bien réelles. Alors avec tout ça, où est-ce qu'on va? Quelle est la prochaine étape pour ce concept si fondamental? Et attention, il ne faut pas croire que cette idée de spectrogramme est dépassée, c'est tout le contraire. Les architectures d'IA les plus pointues aujourd'hui, comme le Audio Spectrogram Transformer, sont bâties sur ce principe. Elles ne cherchent pas à remplacer le spectrogramme, elles l'utilisent comme matière première. Ça prouve bien que cette idée de voir le son est toujours au cœur du sujet. Au final, tout se résume à une idée assez simple, presque poétique. Transformer le son en une image. Ce n'est pas juste une astuce technique, c'est vraiment la pierre angulaire de l'intelligence artificielle appliquée à l'audio. C'est la clé qui a permis d'ouvrir la porte à des décennies de recherche en vision par ordinateur et de les appliquer à un domaine entièrement nouveau, l'écoute par les machines. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour l'avenir. Si nos machines deviennent de plus en plus fortes pour lire les détails les plus subtils de ces images sonores, quel genre de conversation inédite on pourra avoir avec elles demain? Quel niveau de compréhension et de dialogue, qu'on n'imagine peut-être même pas encore, tout cela va-t-il rendre possible?